Le jour où la tendance démographique espagnole s'est inversée et où personne ne l'a remarqué, permettez-moi de vous ramener à un vendredi après-midi tranquille à Madrid en novembre dernier, le 17 novembre pour être exact. Le gouvernement SIS venait de publier son Observatorio del Pluralismo Religioso annuel, un rapport sec et bureaucratique que peu de gens en dehors des cercles universitaires prennent la peine de lire. Enfoui à la page 47, il y avait une seule ligne qui aurait dû faire la une des journaux, mais elle ne l'a pas fait. Le nombre de siars se convertissant à l'islam a augmenté de 38% au cours des 5 dernières années. Ce n'est pas une faute de frappe. Près de 40% de croissance en une demi-décennie. Et pourtant, l'histoire a été accueillie par le silence. Aucun grand journal SIS ne l'a publié. Aucun parti politique n'a publié de déclaration. Aucun groupe de réflexion n'a organisé d'éléments d'urgence. C'était comme si les données avaient été englouties par la même indifférence qui définit désormais l'approche européenne de sa propre transformation démographique. J'ai passé la majeure partie de 2 décennies à étudier l'intersection de la religion, de l'identité et de la géopolitique en Méditerranée. J'étais à Barcelone en 2017 lorsque l'attaque des Ramblas s'est produite. J'étais à Paris en 2015 lorsque Charlie Hebdo a été frappé. J'ai participé à des réunions d'information classifiées au cours desquelles des responsables du renseignement européen ont chuchoté à voix basse « l'islamisation des banlieues », pour ensuite voir leurs avertissements rejetés comme alarmistes. Mais ça, c'est différent. Il ne s'agit pas ici d'immigration, même si cela en fait partie. Il s'agit de conversion. Il s'agit de siars nés dans le pays, souvent issus de la classe moyenne, parfois très instruits choisissant d'embrasser une foi qui, il y a à peine une génération, était considérée comme la religion de l'autre. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une histoire de SIS, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. Parce que ce qui se passe en Espagne est le microcosme d'un changement bien plus vaste et bien plus dangereux, un changement que les élites européennes ignorent volontairement ou facilitent activement. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. L'officiel rien à voir ici. Si vous interrogez le gouvernement SIS, les médias ou le bureaucrate bruxellois moyen sur cette tendance, ils vous répondront avec un sourire rassurant et une variante du même: l'Espagne est une société laïque et pluraliste. La liberté religieuse est la pierre angulaire de notre démocratie. L'augmentation des conversions est une conséquence naturelle de la mondialisation et des échanges culturels. Les données qu'il cite sont réelles, du moins en apparence. Selon l'Observatorio, il y a aujourd'hui environ 2,5 millions de musulmans en Espagne, soit environ 5,2% de la population. Parmi eux, environ 100 000 sont des convertis, un nombre en croissance constante depuis le début des années 2000. Le gouvernement souligne des facteurs tels que les mariages interconfessionnels, l'influence du mysticisme soufi et même l'attrait de la finance islamique auprès des jeunes entrepreneurs. Ils évoqueront le nombre croissant de restaurants halal à Madrid, la popularité des iftars du Ramadan à Barcelone, le fait que le roi Felipe VI lui-même a rencontré des dirigeants musulmans pour promouvoir le dialogue interreligieux. Le message est: c'est normal. C'est un progrès. Et pendant un moment, j'y ai presque cru. Presque. Parce que voici le problème. C'est une demi-vérité enveloppée dans un mensonge, et les données ne soutiennent pas cette thèse. Déconstruire ce qu'ils ne vous disent pas. Commençons par les chiffres. L'augmentation de 38% des conversions n'est pas qu'un incident, c'est une accélération. En 2010, le nombre de convertis à SIS était estimé à environ 20 000. En 2015, ce chiffre avait doublé pour atteindre 40 000. En 2020, ils étaient 70 000. Et maintenant ? Nous envisageons 6 chiffres. Ce n'est pas une croissance organique. C'est exponentiel. Et cela ne se produit pas dans le vide. Tout d'abord, la géographie. Les conversions ne sont pas uniformément réparties. Ils sont concentrés en Catalogne, en Andalousie, à Madrid et dans les îles Baléares. Il s'agit de régions à forte population immigrée, certes, mais également dotées de gouvernements municipaux de gauche forts qui ont activement promu le multiculturalisme, parfois au point de minimiser l'intégration. À Barcelone, par exemple, le conseil municipal a financé des centres culturels islamiques dans les quartiers où des prédicateurs radicaux sont connus pour opérer. À Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, la population musulmane est déjà majoritaire et les taux de conversion parmi les siars de souche sont les plus élevés du pays.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est une politique. Deuxièmement, la démographie. La ligne officielle est que la plupart des convertis sont jeunes, instruits et attirés par la spiritualité de l'islam. Mais la réalité est plus compliquée. Une étude réalisée en 2022 par l'Instituto de Estudio Social Avanzado a révélé que près de 40% des convertis à Sikh sont issus de milieux ouvriers, souvent avec des antécédents d'instabilité économique ou d'aliénation sociale. Un autre 25% sont d'anciens catholiques qui ont quitté l'Église à la suite de scandales comme la crise des abus, pour ensuite trouver dans l'islam un sentiment de communauté et un but. Et puis il y a le plus troublant, les 15% qui se convertissent après avoir été exposés à l'idéologie salafiste ou wahhabite, souvent par le biais d'une radicalisation en ligne ou dans des mosquées financées par les États du Golfe. Troisièmement, le financement. C'est ici que cela devient vraiment intéressant. L'Espagne compte plus de 1500 mosquées, mais seulement 20% environ sont enregistrées auprès du gouvernement. Les autres opèrent dans une zone grise juridique, souvent financée par des acteurs étrangers. L'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous investi de l'argent dans les institutions islamiques sikhes, chacune avec son propre agenda géopolitique. Les Saoudiens prônent le wahhabisme, les Qataris promeuvent les frères musulmans et les Turcs les Turcs jouent un jeu de longue haleine, en utilisant l'islam comme outil de soft power pour étendre l'influence d'Ankara en Europe. Et l'Espagne ? L'Espagne est heureuse d'accepter cet argent, car reconnaître le problème reviendrait à admettre que le multiculturalisme ne fonctionne pas comme prévu. Quatrièmement, le silence. Pourquoi cette histoire n'attire-t-elle pas plus d'attention ? Car dans l'Europe d'aujourd'hui, remettre en question l'immigration ou la montée de l'islam est un suicide politique. En Espagne, le gouvernement de coalition de gauche de Pedro Sánchez a placé l'antiracisme et l'inclusion au cœur de son programme. Critiquer l'islam même dans un contexte de radicalisation est considéré comme islamophobe. Le parti de droite Vox a tenté de tirer la sonnette d'alarme, mais il a été qualifié d'extrémiste d'extrême droite. Le résultat ? Un pays où le nombre de convertis augmente, où les prédicateurs radicaux opèrent en toute impunité et où la réponse du gouvernement est de faire semblant que ce n'est pas le cas. Mais c'est là que ça devient encore plus important. Il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de l'Europe. Et les élites européennes font une erreur de calcul catastrophique. La géopolitique à qui profite ? Sortons un instant. Ce qui se passe en Espagne fait partie d'une lutte beaucoup plus vaste, une lutte pour l'âme de l'Europe, par extension, pour l'avenir du monde occidental. Et dans cette lutte, trois grandes puissances jouent des rôles très différents, les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États-Unis, l'hégémon libéral dans le déni pendant des décennies, les États-Unis ont fonctionné en partant du principe que la démocratie libérale et le libre marché triompheraient inévitablement. La chute de l'Union soviétique a renforcé cette conviction. Mais l'évolution démographique de l'Europe révèle les failles de cette vision du monde. Les États-Unis considèrent toujours l'Europe comme un partenaire stratégique, mais c'est un partenaire de plus en plus divisé, distrait, franchement, faible. L'approche de l'administration Biden à l'égard de l'Europe a consisté à redoubler d'efforts envers l'OTAN, à promouvoir une plus grande intégration de l'UE et à ignorer les contradictions internes qui déchirent le continent. Mais voilà, vous ne pouvez pas avoir une Europe forte si les citoyens européens ne croient pas en son avenir. Les États-Unis ont dépensé des milliards pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme au Moyen-Orient, pour ensuite constater que ces mêmes valeurs sont désormais remises en question en Europe par les populations mêmes qu'ils cherchaient à libérer. Et pourtant, la réponse de Washington consiste à prétendre que tout va bien. Pourquoi ? Car reconnaître le problème reviendrait à admettre que l'ordre de l'après-guerre froide est en train de s'effondrer. Et c'est une vérité à laquelle la politique étrangère américaine n'est pas prête à faire face. L'opportuniste Vladimir Poutine n'a pas caché sa volonté d'affaiblir l'Occident. Et quelle meilleure façon d'y parvenir que d'exploiter les divisions internes de l'Europe ? La Russie courtise activement les communautés musulmanes d'Europe depuis des années, à la fois pour saper l'unité occidentale et pour projeter sa puissance. En Espagne, les médias liés à la Russie ont amplifié les voix islamiques critiques à l'égard de la politique étrangère occidentale. En France, la Russie a été accusée de financer des groupes d'extrême droite et d'extrême gauche, tous deux hostiles à l'UE. Et dans les Balkans, Moscou s'est positionné comme la protectrice des chrétiens orthodoxes,
tout en tissant des liens avec des États à majorité musulmane comme la Bosnie et le Kosovo. Mais voilà, la Russie ne veut pas vraiment d'une Europe musulmane. Ce qu'ils veulent, c'est une Europe faible, trop divisée pour défier les intérêts russes en Ukraine, dans le Caucase ou au Moyen-Orient. Et à l'heure actuelle, les changements démographiques en Europe font le travail de la Russie. Le long jeu, l'approche chinoise est plus subtile, mais non moins stratégique. Pékin a discrètement étendu son influence en Europe à travers l'initiative, la ceinture et la route, en rachetant des ports, en investissant dans les infrastructures et en entretenant des relations avec les élites européennes. Mais il accorde également une attention particulière aux communautés musulmanes d'Europe. Pourquoi ? Parce que la Chine considère l'islam comme une source potentielle de division, un moyen de creuser un fossé entre l'Europe et les États-Unis. Considérez que la Chine a été accusée de violation des droits humains contre sa propre population musulmane au Xinjiang. Et pourtant, il courtise également les pays à majorité musulmane comme le Pakistan, l'Iran et la Turquie. Le message est que la Chine soutiendra les causes musulmanes lorsque cela sert ses intérêts, et les supprimera lorsque ce ne sera pas le cas. Et si la population musulmane d'Europe augmente suffisamment, la Chine disposera d'un levier qu'elle pourra utiliser pour façonner la politique européenne dans tous les domaines, depuis le commerce avec Taïwan. Le Golfe, la main cachée. Il y a ensuite les États du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, chacun avec son propre agenda. Pendant des décennies, ces pays ont exporté leur type d'islam en Europe, finançant des mosquées, des écoles et des centres culturels. Le but ? Garantir que les communautés musulmanes d'Europe restent fidèles à leur version de la foi, plutôt que de s'intégrer dans la société occidentale. Et ça marche. En Espagne, comme en France et en Allemagne, une partie importante de la population musulmane s'identifie désormais davantage à son identité religieuse qu'à son identité nationale. C'est la grande vérité tacite de la démographie européenne. Ce n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de pouvoir. Et les puissances qui façonnent ce changement ne sont pas européennes. Militaire et stratégique, le géant endormi. Parlons maintenant de l'aspect militaire. Parce que si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un problème culturel ou religieux, vous passez à côté d'une vue d'ensemble. L'Espagne est membre de l'OTAN. Il abrite des bases militaires américaines, notamment la base navale stratégiquement vitale de Rota, essentielle à la défense antimissile et à la projection de puissance en Méditerranée. Mais que se passe-t-il lorsqu'une partie importante de la population espagnole ne s'identifie plus à l'Occident ? Que se passe-t-il lorsque la radicalisation commence à s'infiltrer dans l'armée ou dans les services de renseignement ? Nous en avons déjà eu un aperçu. En 2019, un soldat sikh a été arrêté pour avoir planifié une attaque terroriste au nom de l'État islamique. En 2021, il a été découvert qu'un ancien policier de Catalogne avait des liens avec une mosquée radicale de Barcelone. Ce sont des incidents isolés pour l'instant. Mais à mesure que le nombre de convertis augmente, le risque d'infiltration augmente également. Et il n'y a pas que l'Espagne. La France a déjà connu de multiples attaques de terroristes locaux. L'Allemagne est aux prises avec la radicalisation dans ses prisons. Le Royaume-Uni a un problème croissant avec les attaquants, loups solitaires. La tendance est la suivante. À mesure que la population musulmane de l'Europe augmente, la menace du terrorisme intérieur augmente également. Et pourtant, la réponse de l'Europe a été de redoubler d'efforts en faveur du multiculturalisme, plutôt que de s'attaquer aux causes profondes de la radicalisation. Il s'agit d'un angle mort stratégique. Car en cas de conflit majeur, par exemple une guerre avec la Russie à propos de l'Ukraine, la capacité de l'Europe à se défendre dépendra de la loyauté de sa population. Et si une partie significative de cette population ne se considère plus comme européenne, la cohésion militaire de l'Europe est alors menacée. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que tous les musulmans sont une menace. La grande majorité sont des citoyens pacifiques et respectueux des lois. Mais la réalité est qu'un petit pourcentage de la population peut être radicalisé. Et lorsque cette population augmente rapidement, le risque augmente. Les dirigeants européens jouent un jeu dangereux en ignorant cette réalité. La politique intérieure, pourquoi personne ne veut en parler, alors pourquoi personne au pouvoir ne s'attaque-t-il à ce problème ? Parce que dans l'Europe d'aujourd'hui, les incitations politiques sont toutes fausses.
En Espagne, le gouvernement de coalition de gauche de Pedro Sánchez dépend du soutien de petits partis, y compris ceux ayant des liens avec des organisations islamiques. Critiquer l'islam même dans un contexte de radicalisation aliénerait ses alliés. Le parti de droite Vox a tenté d'en faire un problème, mais il a été qualifié de xénophobe. Le résultat ? Une classe politique plus intéressée par la signalisation de la vertu que par la résolution du problème. En France, Emmanuel Macron a tenté de franchir une ligne délicate, réprimer l'islam radical tout en continuant à promouvoir l'islam français. Mais ses efforts se sont heurtés à la résistance de la gauche comme de la droite. En Allemagne, la décision d'Angela Merkel d'accueillir plus d'1 million de réfugiés en 2015 a laissé un héritage durable que le gouvernement actuel a encore du mal à gérer. Et puis il y a l'UE. Bruxelles a placé l'inclusion et la diversité au cœur de son identité. Mais que se passe-t-il lorsque la diversité conduit à la division ? Que se passe-t-il lorsque ceux-là même que l'UE tente d'inclure ne veulent plus faire partie du projet européen ? C'est le grand paradoxe de la modernité. Plus elle s'efforce d'être inclusive, plus elle risque de perdre son identité. Et plus elle perd son identité, plus elle s'affaiblit sur la scène mondiale. Scénario: que se passe-t-il ensuite ? Alors, où cela mène-t-il ? Considérons 3 scénarios possibles. Scénario 1, le meilleur cas, intégration gérée. Dans ce scénario, l'Espagne et l'Europe parviennent à intégrer avec succès leur population musulmane. La radicalisation est contenue, les conversions ralentissent et une nouvelle identité européenne pluraliste émerge. Cela nécessiterait des investissements massifs dans l'éducation, les programmes de lutte contre la radicalisation et les opportunités économiques pour les communautés marginalisées. Cela nécessiterait également un changement dans la politique européenne, en s'éloignant du multiculturalisme et en s'orientant vers un modèle plus assimilationniste. Mais voilà. Ce scénario n'est possible que si les dirigeants européens sont prêts à admettre qu'il y a un problème. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Scénario 2, le plus probable, le lent dénouement. Dans ce scénario, la tendance se poursuit. Le nombre de convertis augmente, la radicalisation augmente et la classe politique européenne reste dans le déni. Au fil du temps, cela conduit à une érosion progressive de la cohésion sociale. Les villes deviennent de plus en plus ségrégées. Les partis politiques se polarisent. Et la capacité de l'UE à agir comme un bloc unifié s'affaiblit. C'est le scénario que l'on voit déjà se jouer en France, où l'extrême droite gagne du terrain, et en Allemagne, où l'AfD est désormais le 2e parti populaire dans certains États. Il s'agit d'une crise lente, qui ne fait la une des journaux que lorsqu'il est trop tard. Scénario 3, le pire des cas, la balkanisation de l'Europe. Dans ce scénario, le dénouement s'accélère. La radicalisation conduit à davantage d'attentats terroristes. Les partis d'extrême droite et d'extrême gauche accèdent au pouvoir. Et les communautés musulmanes d'Europe deviennent de plus en plus aliénées, conduisant à des sociétés parallèles qui rejettent les valeurs occidentales. C'est le scénario qui empêche les responsables du renseignement de dormir la nuit. Parce que si cela se produit, ce ne sera pas un effondrement soudain. Il s'agira d'un déclin progressif et irréversible, qui rendra l'Europe vulnérable aux menaces extérieures, qu'elles viennent de la Russie, de la Chine ou des pays du Golfe. Grande stratégie: la mort de l'hégémonie libérale. Prenons encore plus de recul. Qu'est-ce que tout cela nous apprend sur l'état général du monde ? Pendant des décennies, les États-Unis ont supposé que la démocratie libérale était le point final de l'histoire de l'humanité. Les marchés libres, les élections libres et la liberté d'expression se propageraient inévitablement à travers le monde. Mais l'évolution démographique de l'Europe révèle les failles de cette vision du monde. La réalité est que l'hégémonie libérale n'est pas durable. Les États-Unis ne peuvent pas rester éternellement le gendarme du monde. Elle ne peut pas soutenir les États défaillants. Il ne peut pas imposer la démocratie à des sociétés qui n'en veulent pas. Et elle ne peut ignorer les contradictions internes de ses propres alliés. L'Europe est un cas d'école dans cet échec. L'UE était censée être une utopie post-nationale, un lieu où les frontières n'avaient pas d'importance, où l'identité était fluide, où les vieilles divisions du passé étaient laissées de côté. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un continent plus divisé que jamais, où l'identité se durcit et où les anciennes divisions réapparaissent sous de nouvelles formes. Ce n'est pas seulement un problème européen. C'est aussi un problème américain.
Car si l'Europe s'affaiblit, les États-Unis perdent leur principal allié. Et si les États-Unis perdent l'Europe, ils perdent leur capacité à façonner l'ordre mondial. La leçon à retenir ici est la suivante, l'ordre de l'après-guerre froide est révolu. La question maintenant est de savoir ce qui vient alternative et que faut-il faire? Alors quelle est la solution? Laisse-moi tranquille. Il n'y a pas de réponse facile. Mais il existe de meilleures approches que celles adoptées actuellement par l'Europe. Premièrement, l'Europe doit cesser de prétendre que le multiculturalisme fonctionne. Ce n'est pas le cas. L'intégration ne se déroule pas au rythme nécessaire. Et plus l'Europe attendra pour résoudre ce problème, plus il sera difficile d'y remédier. Deuxièmement, l'Europe doit adopter une ligne plus dure concernant le financement étranger des mosquées et des institutions islamiques. Si l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie veulent exporter leur version de l'islam, ils devraient le faire à leurs propres frais, et non avec l'argent des contribuables européens. Troisièmement, l'Europe doit investir dans des programmes de lutte contre la radicalisation qui fonctionnent réellement. Cela signifie bien plus qu'une simple surveillance. Cela signifie offrir des opportunités économiques, une éducation et un sentiment d'appartenance aux communautés marginalisées. Quatrièmement, l'Europe doit repenser ses politiques d'immigration. Il ne s'agit pas de fermer les frontières. Il s'agit de garantir que les personnes qui viennent en Europe soient disposées à s'intégrer plutôt que de former des sociétés parallèles. Cinquièmement, les États-Unis doivent cesser de prétendre que l'Europe est un partenaire fiable. Washington devrait se préparer à un avenir dans lequel l'Europe sera plus faible, plus divisée et plus sensible aux influences extérieures. Cela ne signifie pas abandonner l'Europe, loin de là. Mais cela implique de prendre des risques, de renforcer les relations bilatérales avec des États clés comme la Pologne, les pays baltes et même la France, tout en reconnaissant que l'UE en tant qu'institution est de plus en plus un handicap plutôt qu'un atout dans la compétition entre grandes puissances. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de guerre culturelle ou de politique intérieure. La montée de l'islam en Europe et la manière dont il est exploité par des acteurs étrangers a des implications militaires et géopolitiques directes. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des gros titres sur la construction de mosquées ou l'interdiction de la burqa. Il y a d'abord la question de la main-d'œuvre. Les capacités de défense de l'Europe sont en déclin depuis des décennies, et les tendances démographiques suggèrent que cela ne va pas changer de sitôt. Le continent vieillit, son taux de natalité est parmi les plus bas au monde et ses réserves de recrutement militaire diminuent. Dans ce contexte, les communautés musulmanes d'Europe dont beaucoup sont jeunes, en pleine croissance et souvent marginalisées représentent un réservoir potentiel de main-d'œuvre militaire. Le problème est que ce réservoir est exploité par des forces qui ne s'alignent pas nécessairement sur les intérêts européens ou occidentaux. Prenons la France, par exemple. L'armée française s'appuie depuis longtemps sur des recrues originaires de ses anciennes colonies d'Afrique du Nord et de l'Ouest, dont beaucoup sont musulmanes. En 2020, le ministère français des Armées indiquait qu'environ 15% de son personnel d'active était d'origine étrangère, avec une part importante provenant de pays à majorité musulmane. Ce n'est pas un problème en soi, la France a une longue histoire d'intégration des communautés immigrées dans son armée. Mais lorsque ces communautés sont de plus en plus influencées par des institutions religieuses financées par des fonds étrangers, ou lorsqu'elles sont la cible d'efforts de radicalisation, cela devient un problème de sécurité nationale. L'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont passé des décennies à cultiver leur influence au sein des communautés musulmanes d'Europe, non seulement par le biais de mosquées et de centres culturels, mais aussi par une action ciblée auprès des hommes en âge de servir dans l'armée. Le gouvernement turc, par exemple, s'est montré particulièrement agressif à cet égard. Sous Erdogan, la Turquie a abandonné sa Diyanet, l'autorité religieuse de l'État, pour opérer dans les pays européens, souvent dans le but explicite de façonner les opinions religieuses et politiques des communautés de la diaspora turque. En 2018, un rapport de l'agence de renseignement intérieur allemande, le BFV, a averti que le Diyanet turc utilisait son réseau de mosquées en Allemagne pour promouvoir une « idéologie nationaliste et religieuse » en contradiction avec les valeurs allemandes. Ce que le rapport ne dit pas mais ce que tous ceux qui y prêtent attention savent déjà, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de fidélité. Et la loyauté est la monnaie de la géopolitique.
Si une part importante des recrues militaires potentielles de l'Europe est influencée par des puissances étrangères, ce n'est pas seulement une question culturelle. C'est une vulnérabilité stratégique. Imaginez un scénario dans lequel un futur conflit par exemple entre l'OTAN et la Russie obligerait l'Europe à mobiliser ses réserves. Dans quelle mesure les dirigeants européens peuvent-ils être sûrs que leurs recrues musulmanes se battront pour les valeurs de l'Occident plutôt que pour les intérêts d'Ankara, de Riyad ou de Doha? Ce n'est pas une hypothèse. Nous avons déjà eu un aperçu de cette dynamique dans le passé. Lors de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, par exemple, des rapports ont fait état de soldats français d'origine nord-africaine exprimant leur réticence à lutter contre Kadhafi, un dirigeant qui entretenait depuis longtemps des liens avec leur communauté. Plus récemment, en 2022, l'armée française a été contrainte d'enquêter sur une affaire dans laquelle un militaire d'origine marocaine était accusé d'avoir transmis des informations sensibles à une puissance étrangère. Ces incidents sont rares, mais ils sont un signe avant-coureur de ce qui pourrait devenir un problème bien plus grave si rien n'est fait pour y remédier. Deuxièmement, il y a la question du renseignement et du contre-espionnage. Les services de sécurité européens sont déjà à bout de souffle, s'occupant de tout, de la désinformation russe à l'espionnage industriel chinois. La dernière chose dont ils ont besoin est d'un autre front sous la forme d'opérations d'influence étrangère ciblant les communautés musulmanes. Mais c'est exactement ce qui se passe. En 2019, l'agence de renseignement néerlandaise AIVD a publié un rapport détaillant comment la Turquie utilisait ses missions diplomatiques aux Pays-Bas pour espionner et intimider les membres de la diaspora turque. Des rapports similaires ont émergé en Allemagne, en Autriche et en Belgique. Le problème n'est pas seulement que ces pays espionnent leurs propres citoyens à l'étranger. C'est qu'ils le font dans le but explicite de façonner les résultats politiques en Europe. En 2017, le gouvernement allemand a accusé la Turquie de tenter d'influencer les élections allemandes en mobilisant les électeurs turcs contre la chancelière Angela Merkel. Erdogan lui-même a ouvertement appelé les Turcs européens à résister à l'assimilation, leur déclarant en 2018 que « l'assimilation est un crime contre l'humanité ». Lorsqu'un allié de l'OTAN s'emploie activement à saper la cohésion d'un autre membre de l'OTAN, il ne s'agit pas simplement d'une querelle diplomatique. C'est un défi direct à la sécurité collective de l'Alliance. Troisièmement, il y a la question de savoir ce qui se passe lorsque ces communautés se radicalisent. Nous avons déjà vu les conséquences du terrorisme interne en Europe depuis les attentats à la bombe dans un train de Madrid en 2004 jusqu'aux attentats de Paris en 2015. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la menace ne vient pas uniquement de loups solitaires ou de petites cellules. Cela vient du potentiel de mobilisation à grande échelle en cas de conflit majeur. Laissez-moi vous donner un exemple. Pendant la guerre de Bosnie dans les années 1990, des milliers de combattants étrangers, dont beaucoup venaient du Moyen-Orient, se sont rendus en Bosnie pour combattre aux côtés des musulmans bosniaques. Certains de ces combattants sont ensuite retournés en Europe, apportant avec eux une expérience du combat et des idéologies radicales. La même dynamique s'est produite en Syrie et en Irak, où les musulmans européens ont rejoint l'État islamique et d'autres groupes djihadistes. Imaginez maintenant un scénario dans lequel un conflit majeur éclaterait au Moyen-Orient par exemple entre Israël et l'Iran et où les musulmans européens seraient appelés à prendre les armes. Combien répondraient à cet appel? Combien y verraient-ils un devoir religieux plutôt qu'un conflit politique? Ce n'est pas seulement une préoccupation théorique. En 2020, le gouvernement belge a arrêté un groupe d'hommes qui prévoyaient de se rendre en Syrie pour rejoindre une milice soutenue par la Turquie. Les hommes étaient d'origine marocaine et turque et avaient été radicalisés grâce à un réseau de mosquées et à la propagande en ligne. C'est le genre de scénario qui empêche les responsables du renseignement européen de dormir la nuit, non pas parce qu'il est susceptible de se produire demain, mais parce qu'il donne un aperçu de ce qui pourrait arriver si les bonnes conditions étaient réunies. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour le paysage géopolitique plus large? Cela signifie que les divisions internes de l'Europe ne sont pas seulement un problème intérieur. C'est un handicap stratégique. Et ils sont exploités par les adversaires de l'Amérique. La Russie, par exemple, a depuis longtemps compris l'intérêt de jouer sur les lignes de fracture culturelle et religieuse de l'Europe. Pendant la guerre froide, l'Union soviétique a activement soutenu les mouvements de gauche et anticoloniaux en Europe, les utilisant souvent comme mandataires pour affaiblir l'unité occidentale. Aujourd'hui, la Russie fait la même chose, mais avec une différence.
Au lieu de se concentrer sur l'idéologie marxiste, il exploite les réseaux islamistes pour semer la division et saper la cohésion européenne. En 2016, un rapport de la Commission spéciale sur le terrorisme du Parlement européen a révélé que la Russie utilisait ses médias contrôlés par l'État, comme RT et Sputnik, pour amplifier la propagande islamiste en Europe. L'objectif n'était pas de soutenir l'islamisme en soi, mais de créer le chaos et d'affaiblir l'Occident. Le même rapport souligne que les services de renseignement russes ont été en contact avec des djihadistes européens, leur offrant un soutien financier et logistique en échange de leur aide à la déstabilisation des sociétés européennes. La Chine se lance également dans le jeu, Pékin étend son influence dans le monde musulman, en particulier dans des pays comme le Pakistan, la Malaisie et l'Indonésie. Mais elle cultive également des liens avec les communautés musulmanes d'Europe, souvent à travers son initiative, la Ceinture et la Route. En 2019, le gouvernement chinois a accueilli une délégation d'imams européens au Xinjiang, où ils ont pu visiter avec soin les camps de rééducation de la région. L'objectif était de contrer les critiques occidentales sur le traitement réservé par la Chine à sa population musulmane ouïghour en obtenant le soutien des dirigeants musulmans européens. C'est le nouveau grand jeu. Et l'Europe est en train de perdre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est dans le déni. Il s'accroche toujours à l'idée que le multiculturalisme est un bien absolu, que l'intégration est inévitable et que l'influence étrangère peut être gérée par le dialogue et la bonne volonté. Mais le monde ne fonctionne plus ainsi. L'ordre de l'après-guerre froide est révolu et la nouvelle ère est définie par la compétition et non par la coopération. Si l'Europe veut survivre dans cet environnement, elle doit prendre conscience de la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de ses propres frontières. Cela signifie adopter une ligne plus dure à l'égard du financement étranger des institutions religieuses. Cela signifie investir dans des programmes de lutte contre la radicalisation qui fonctionnent réellement, plutôt que de simplement dépenser de l'argent pour résoudre le problème. Cela signifie repenser les politiques d'immigration pour garantir que les nouveaux arrivants soient disposés à s'intégrer, plutôt que de former des sociétés parallèles. Et cela signifie reconnaître que les communautés musulmanes en Europe ne sont pas seulement un problème culturel ou social, elles constituent un défi stratégique qui nécessite une réponse stratégique. Pour les États-Unis, cela signifie accepter que l'Europe n'est plus le partenaire fiable qu'elle était autrefois. Cela ne signifie pas abandonner la relation transatlantique, mais cela signifie prendre des risques. Cela signifie renforcer les liens avec des pays comme la Pologne, les pays baltes et le Royaume-Uni, qui voient encore le monde en termes de concurrence entre grandes puissances. Cela signifie investir dans des architectures de sécurité alternatives, comme le pacte OCU, qui peuvent servir de contrepoids à une Europe affaiblie. Et cela signifie se préparer à un avenir dans lequel l'Europe sera plus divisée, plus vulnérable et plus sensible aux influences extérieures qu'elle ne l'est aujourd'hui. La vérité inconfortable est que l'Occident lutte pour son âme. Et cette lutte ne se déroule pas uniquement sur les champs de bataille d'Ukraine ou de la mer de Chine méridionale. Elle se déroule dans les mosquées de Bruxelles, de la banlieue parisienne et des universités de Berlin. La question est de savoir si l'Europe et par extension les États-Unis ont la volonté de riposter. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème européen, c'est un problème occidental, qui se prépare depuis des décennies. Les chiffres ne mentent pas. Rien qu'en Espagne, le nombre de convertis à l'islam est en augmentation constante depuis le début des années 2000, avec des estimations suggérant qu'entre 50 000 et 100 000 siars ont embrassé cette foi au cours des 2 dernières décennies. Cela peut sembler peu dans un pays de 47 millions d'habitants, mais la tendance s'accélère et les implications sont bien plus importantes que ne le suggèrent les statistiques brutes. Il ne s'agit pas seulement d'individus qui font des choix spirituels personnels, ils s'inscrivent dans un schéma plus large de changements idéologiques et démographiques qui remodèlent le paysage politique et culturel du continent. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le discours de l'establishment en particulier à Bruxelles et à Washington traite depuis longtemps l'islam en Europe comme un phénomène culturel bénin, voire enrichissant. La ligne officielle de l'Union européenne est que la diversité religieuse est une force, que l'intégration est une voie à sens unique et que les communautés musulmanes du continent ne sont qu'un autre fil conducteur dans la tapisserie multiculturelle. Mais cela ignore le fait que l'islam, contrairement aux autres religions immigrées, possède son propre cadre politique et juridique, la charia, et une longue histoire de tensions avec la laïcité occidentale. Il ne s'agit pas seulement de foi,
il s'agit de systèmes de gouvernance, d'organisation sociale et même d'alignement de la politique étrangère. Lorsqu'un Sich converti à l'islam commence à plaider pour l'application de la charia dans sa communauté locale, ou lorsqu'un Marocain siar de deuxième génération à Ceuta vote pour un parti qui appelle ouvertement à la dissolution de l'État Sich, nous ne parlons plus d'expression culturelle inoffensive. Nous parlons d'une contestation directe de l'ordre constitutionnel. Voilà pourquoi la classe politique européenne est mal à l'aise depuis 30 ans en prétendant que ces défis n'existent pas ou qu'ils peuvent être gérés par le dialogue et des incitations économiques. Mais la réalité est que l'islam en Europe n'est pas un monolithe, et ces différentes tendances du salafisme quiétiste financé par l'Arabie saoudite à l'islamisme politique soutenu par Erdogan en Turquie sont engagés dans une lutte d'influence à long terme. Le cas Sich est particulièrement instructif. Contrairement à la France ou à l'Allemagne, l'Espagne ne compte pas une importante population musulmane historiquement enracinée. Sa communauté musulmane est relativement nouvelle, composée en grande partie d'immigrants nord-africains et de leurs descendants, avec un nombre croissant de convertis autochtones. Cela fait de l'Espagne une sorte de laboratoire pour étudier la manière dont l'islam interagit avec une société occidentale qui n'a aucune expérience historique profonde à son sujet. Et ce que nous constatons, c'est que le modèle d'intégration ne fonctionne pas. Prenons l'exemple de la Commission islamique d'Espagne, le principal organe représentatif des musulmans du pays. Il est dominé par des personnalités ayant des liens étroits avec le Maroc, un pays qui a passé des décennies à cultiver son influence en Espagne à travers les canaux religieux et culturels. Le gouvernement marocain finance des mosquées, forme des imams et offre même des bourses aux musulmans siches pour qu'ils puissent étudier dans les universités marocaines. Ce n'est pas de la charité, c'est de l'art de gouverner. Le Maroc considère la communauté musulmane espagnole comme un levier d'influence, un moyen de façonner la politique de Sich sur tous les sujets, du Sahara occidental à la migration. Et le gouvernement Sich, dans son infinie naïveté, a permis que cela se produise. En 2019, le ministère de la Justice de Sich a signé un accord avec la Commission islamique qui a effectivement sous-traité l'éducation religieuse des musulmans de Sich à une puissance étrangère. Ce n'est pas du multiculturalisme, c'est de l'incompétence stratégique. Parlons maintenant des implications stratégiques globales. Si l'Europe veut sérieusement défendre sa souveraineté et son mode de vie, elle doit adopter une triple stratégie d'endiguement, de contre-influence et de résilience culturelle. L'endiguement signifie couper le financement étranger qui soutient l'islam radical et politique en Europe. Cela ne signifie pas interdire l'islam, mais plutôt appliquer des lois sur la transparence, fermer les mosquées et les centres culturels qui reçoivent de l'argent du Qatar ou de la Turquie, et expulser les imams qui prêchent la haine ou le séparatisme. La contre-influence signifie investir dans des récits alternatifs, soutenir les voix musulmanes modérées, promouvoir la laïcité et contrer l'idée selon laquelle l'islam est incompatible avec les valeurs européennes. Et la résilience culturelle signifie renforcer l'identité fondamentale des sociétés européennes, afin qu'elles ne soient pas si facilement érodées par les changements démographiques et idéologiques. Les États-Unis ont un rôle à jouer ici, mais il est limité. Washington ne peut pas résoudre les problèmes de l'Europe à sa place, et tenter de le faire ne ferait que renforcer la perception selon laquelle l'Europe est un État client plutôt qu'un partenaire souverain. Ce que les États-Unis peuvent faire, c'est soutenir les pays européens disposés à prendre position. La Pologne, la Hongrie et les États baltes ont été bien plus proactifs que l'Europe occidentale dans la défense de leur identité culturelle et religieuse. Ils ont adopté des lois restreignant le financement étranger des institutions religieuses, réprimé les groupes islamistes radicaux et clairement indiqué qu'ils ne toléreraient pas les sociétés parallèles. Les États-Unis devraient approfondir leur coopération en matière de sécurité et de renseignement avec ces pays, non seulement pour se prémunir contre la Russie, mais aussi pour renforcer l'épine dorsale idéologique de la relation transatlantique. Il y a aussi la question des alternatives. Si l'Europe continue sur sa voie actuelle, le résultat le plus probable n'est pas une utopie multiculturelle harmonieuse, mais un lent déclin civilisationnel. Nous avons déjà vu cela. L'Empire romain ne s'est pas effondré en un jour, il s'est érodé au fil des siècles à mesure qu'il perdait sa cohésion culturelle et devenait dépendant des mercenaires étrangers. L'Empire ottoman a également décliné à mesure qu'il devenait plus diversifié et moins capable de maintenir une identité unifiée. L'Europe n'est pas condamnée à répéter ses erreurs, mais elle est condamnée si elle refuse d'en tirer les leçons.
L'autre alternative est une approche plus affirmée, voire conflictuelle. Certains dirigeants européens, comme le français Emmanuel Macron, ont commencé à parler de la nécessité de défendre la laïcité, le principe français de laïcité contre l'empiètement de l'islam politique. Mais la rhétorique de Macron n'a pas été suivie d'action. La France compte encore des milliers de mosquées qui fonctionnent avec peu de contrôle, et ses programmes de lutte contre la radicalisation sont sous-financés et inefficaces. Si l'Europe veut éviter un avenir où ses villes sont gouvernées par des conseils de la charia et où sa politique étrangère est dictée par Ankara ou Riyad, elle doit agir maintenant. Laissez-moi tranquille, je ne prône pas un choc des civilisations. Mais je dis que les civilisations ne survivent pas par hasard. Ils survivent parce que leurs dirigeants ont le courage de les défendre. Les dirigeants européens ont passé trop de temps à prétendre que leur société était immunisée contre les forces de l'histoire. Ce n'est pas le cas. La montée de l'islam en Europe n'est pas seulement un phénomène religieux, c'est une question géopolitique. Et si l'Europe ne prend pas vite conscience de cette réalité, elle se retrouvera du mauvais côté de l'histoire. La question est de savoir s'il a la volonté de se battre pour son avenir ou s'il entreprendra doucement cette bonne nuit.